À la une de l'actualité, cloué au sol dans la ville-province de Kinshasa sur instruction du procureur général près la Cour de cassation, Constant Mutamba n'est plus ministre de la Justice. Il fait partir de l'histoire. L'ancien ministre qui a bougé son secteur par des réformes courageuses est accusé d'un présumé détournement de 39 millions de dollars américains. Dans sa lettre de démission présentée au chef de l'État Félix Tshisekedi, Mutamba a rappelé plusieurs actions qu'il a menées. L'ancien patron de la justice reste surpris d'un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par les dignes fils. L'opposant Jean-Marc Kabound a lancé officiellement la sortie officielle de la coalition de la gauche congolaise. Et cette coalition est ouverte aux partis souhaitant partager les idéologies de la gauche. L'opposant farouche Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound prévoit un dialogue entre Congolais, mais également entre Kinshasa et Kigali, afin d'œuvrer pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Un tracteur de piste appartenant à la société ATS a pris feu ce mercredi 18 juin 2025 sur les tarmacs de l'aéroport international d'Indjuli. Nous sommes bien sûr à Kinshasa, peu après avoir tracté un avion de la compagnie ASKY. Aucun blessé n'a été signalé et les avions stationnés à proximité n'ont pas été touchés, et selon les sources aéroportières contactées par votre rédaction. Et c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je l'ai annoncé ce mercredi 18 juin 2025 dans la salle Showbiz, dans la commune d'Ingaliémon. Il y a eu sortie officielle de la coalition de la gauche, une coalition dont l'opposant farouche à Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound est président, tout en appelant bien sûr aux autres partis à rejoindre son camp. Jean-Marc Kabound a accusé la classe politique congolaise d'être à la base de la destruction du tissu économique de la République démocratique du Congo. Ben Israël Toumba et Chrétien Gaëmé ont assisté à cet événement. C'est au salon rouge de la salle Showbuzz dans la commune de Ngaliema qu'a lieu la sortie officielle de la coalition de la gauche congolaise, CGC en sigle. Après l'exécution de l'hymne national, le président national de cette coalition, l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, a tout d'abord salué la détermination de ses partisans qui ont su braver la peur pour construire ensemble cette coalition ouverte aux autres partis souhaitant partager la même idéologie de la gauche. L'opposant Jean-Marc Kabound décrit cette coalition en quelques mots. La CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps servi. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple, nous sommes l'antisystème par excellence. La coalition de la gauche congolaise CGC accuse l'ensemble de la classe politique congolaise des détournements des deniers publics, des corruptions et d'idées machiavéliques qui ont conduit le peuple congolais vers un niveau de vie dégradant depuis 1960. L'objectif de la CGC étant de bâtir une fondation solide jusqu'au sommet de l'État, la coalition de la gauche promet ce qui suit. Dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons, nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. La République démocratique du Congo étant confrontée à des divers conflits d'ordre sécuritaire, Jean-Marc Kabound prévoit un dialogue en deux phases, d'abord entre les Congolais eux-mêmes à travers le processus de Kinshasa, puis un dialogue direct Kinshasa-Kigali afin d'œuvrer efficacement pour le retour d'une paix durable. Il a conclu en interpellant le président de la République Félix Tshisekedi à s'engager pour que le processus de paix se réalise à travers un dialogue franc entre Congolais dans l'intérêt général.
Et dans un autre chapitre, poursuivi pour un présumé détournement de 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani, Constant Mutamba pourrait être le tout premier ministre du gouvernement souminois à être sanctionné. Ce feuilleton qui n'a duré qu'un mois s'est accéléré si vite qu'on ne s'y attendait. Mais comment les événements sont-ils arrivés juste à ce niveau? Ben Israël Toumba nous retrace les faits. En mi-mai, soit le 20, le dossier de Mutamba surgit sur la scène politique congolaise. L'affaire est soulevée au moment où le ministre d'État est en déplacement de la capitale congolaise dans une mission officielle au Tanganyika. Cette situation intervient au lendemain de la levée d'immunité par le Sénat de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. Alors qu'il séjourne au Tanganyika pour l'inauguration du bâtiment du palais de justice à Kalemi, une folle rumeur envahit la toile, faisant état d'un prétendu détournement de quelques millions de dollars du projet de construction d'une prison dans la ville de Kisangani. 3 jours après, soit le 23 mai, Constant Mutamba atterrit à l'aéroport international d'Indjili où ses militants et sympathisants l'attendaient pour un accueil digne de son rang malgré les contextes très tendus. Certaines ONG des droits de l'homme, en l'occurrence l'Azado de Maître Jean-Claude Katende, avaient apporté leur soutien au ministre d'État dont la levée des immunités était sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. Une chose que l'Assemblée nationale avait rejetée au motif que cette dernière devait suivre la procédure normale en commençant par la mise en accusation et mise en place d'un bureau qui devrait attendre le ministre avant que l'Assemblée ne se décide. Un peu plus tard, soit le 26 mai, Mutamba réunira ses sympathisants au bâtiment de la justice où il prononcera un discours au cours duquel il défie le corps magistral, insinuant qu'il ne se présentera pas au bureau du procureur général près la Cour de cassation qui le reproche également de détournement dans l'achat d'une parcelle à Nairobi. Le 28 mai, un huis clos est décrété lors d'une plénière où le sort de Mutamba doit être connu. Au travers de cette commission, pilotée par le député national Meshak Mandevou, l'équivoque a été levé et s'ensuit immédiatement le vote au Parlement souhaitant l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre Mutamba. Alors que cette demande fait débat dans des salons politiques, une seconde est introduite par le même procureur général près la Cour de cassation le 30 mai, sollicitant ainsi la levée de ses immunités et c'est après 2 rendez-vous d'instruction dans son bureau de travail. Un débat s'invite à l'Assemblée nationale entre les pro-Mutamba et les partisans des Vondé. Dans cette cacophonie, soit le 5 juin, une correspondance est adressée par l'Assemblée nationale mettant en accusation les 2 responsables des institutions, soit le président de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour de cassation, d'être à la base d'un présumé détournement des fonds alloués à la paie de magistrats nouvellement recrutés dont le montant s'évalue à 7 millions de dollars américains. Avant de clore la session de mars, le week-end dernier, le ministre Mutamba a été remis entre les mains du procureur général près la Cour de cassation pour des poursuites judiciaires. Une nouvelle qui a inquiété plus d'un Congolais qui espérait une justice équitable dont son animateur devrait être juste. Quelques heures après, Mutamba a été cloué au sol, interdit de quitter la ville de Kinshasa par le procureur général Firmin Vondé. La demande du parquet étant entérinée, Mutamba n'avait que 24 heures pour déposer sa démission à sa hiérarchie, dont la première ministre Judith Suminwa. À la fin de ces 24 heures, Mutamba est allé solliciter une audience auprès du président de la République, une audience qui a duré près de 45 minutes où ce dernier a annoncé au chef de l'État sa démission sans déposer une copie. Le prochain rendez-vous est fixé pour les heures qui suivent. Et alors, où sommes-nous avec les dossiers Constant Mutamba? Je l'ai bien sûr annoncé en sommaire. Juste après son annonce, le ministre d'État, ministre en charge de la justice, Maître Constant Mutamba Tungunga, a officiellement déposé sa lettre de démission ce mercredi 18 juin 2025 dans un contexte marqué par une forte pression politique et judiciaire. Dans sa correspondance adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, l'ex-garde des Sceaux évoque un complot politique, selon lui, par des acteurs étrangers, mais également internes à la République démocratique du Congo. Il cite nommément le ministre rwandais des Affaires étrangères ainsi que le responsable de la FCM23 qu'il accuse de vouloir attenter à sa vie dans le but de l'éliminer physiquement. Cette démission intervient quelques jours seulement après l'autorisation par la Chambre basse du Parlement de poursuivre judiciairement contre lui pour un présumé détournement des fonds publics.
Mutamba affirme néanmoins avoir accompli son devoir tant soit peu dans le respect des lois et de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans sa sortie, façante du gouvernement ajoute une tension supplémentaire dans un climat politique déjà fragilisé par les défis sécuritaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et la recomposition en cours au sein de l'exécutif national. On peut bien évidemment retenir également cette phrase phare de Maître Constant Mutamba, justement après sa démission. Je ne peux rappeler ici les degrés de mon intégrité et de mon engagement envers notre mère patrie. Ma loyauté envers votre autorité est indéfectible et c'est dont je suis aujourd'hui victime. Je n'ai jamais compromis à mes valeurs et je ne le ferai jamais. Et je n'ai pris aucun dollar de la République démocratique du Congo. On reste toujours dans le chapitre de la justice. Il faut également le retenir. L'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle aura lieu le 20 juin 2025 prochain. Et c'est ce qu'a renseigné une correspondance du président sortant de la Haute Cour, Dieudonné Kamolita, adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans une correspondance a atterri dans notre rédaction. Selon cette lettre, le premier mandat du président actuel investi par ordonnance présidentielle le vendredi juin 2022 arrive à son terme, d'où la nécessité de réaliser cette élection afin de permettre aux 9 juges de la Cour constitutionnelle d'élire l'un d'eux pour diriger cette juridiction, et signalons que conformément à l'article 9 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour est élu par ce père pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois dans les conditions déterminées par les règlements intérieurs. Il est investi par ordonnance du président de la République et le président de la Cour constitutionnelle est élu au scrutin uninominal et secret. L'élection a eu lieu à la majorité absolue de suffrages exprimés par 2 membres présents et votants. Dans notre chapitre, depuis Boendé, chef-lieu de la province de la Chouapa, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, poursuit sa mission d'inspection au sein de la 13e région militaire. Ce mardi, il a présidé une importante réunion du comité provincial de sécurité en présence de quelques députés nationaux élus du rang d'Équateur. Regardez. Poursuivant sa tournée dans les Grands Équateurs, les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a présidé une importante réunion du comité provincial de sécurité. Cette séance de travail tenue en présence de plusieurs députés nationaux élus de la région a permis d'examiner les enjeux sécuritaires qui préoccupent la 13e région militaire. Au cœur des discussions, les questions des spoliations des domaines militaires, les conditions de vie des troupes dans les camps et l'insécurité persistante dans certaines zones. Les vice-premiers ministres ont appelé à une collaboration étroite entre les autorités politiques, militaires et coutumières pour garantir la stabilité durable de cette région stratégique. Après cette réunion, Maître Guy Kabombo a échangé avec les autorités coutumières avant de visiter plusieurs installations militaires, notamment les camps Ndongo, l'hôpital militaire et les messes des officiers, tous dans un état de délabrement avancé. Il a promis des mesures strictes pour sécuriser et délimiter les propriétés de l'armée. Sensibles à leur situation, les épouses de militaires ont également rencontré les VPM pour lui exposer leurs préoccupations. Ces derniers ont promis de transmettre leurs doléances au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sans délai, Maître Kabombo Modianvita s'est ensuite envolé pour l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala, poursuivant ainsi sa mission d'inspection et de redynamisation des structures de défense. De retour à Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et son collègue du budget, Aimé Boji, ont paraphé officiellement le mémorandum des politiques économiques et financières. Cet acte stratégique s'est déroulé lors d'une réunion de la Troïka politique présidée par l'Argentine nationale au centre financier de la ville-province de Kinshasa. Regardez.
Dans un élan des renforcements de la gouvernance économique, les ministres des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, a présidé une réunion stratégique de la troïka politique marquée par la signature officielle du mémorandum des politiques économiques et financières. Ces documents, également paraphés par le ministre du Budget Aimé Boji Sangara, est une étape clé avant sa transmission au Fonds monétaire international. Et effectivement, les autorités ont tenu à examiner les différents repères pour l'évaluation de la deuxième revue du programme économique du gouvernement. Et par la même occasion, ils ont finalisé les mémorandums de politique économique et financière et qu'ils ont signé aujourd'hui en vue de sa transmission au Fonds monétaire international, ce qui permettra la tenue du conseil d'administration du Fonds monétaire le 2 juillet. Oui, effectivement, ils ont demandé aux experts de s'activer très rapidement pour faire le point sur l'état de mise en œuvre de certaines réformes pertinentes, où nous devons regarder les étapes restantes jusqu'à la fin du mois, parce qu'il y a des mesures ou réformes qui ont échéance fin juin 2025. Et donc nous devons nous retrouver pour harmoniser ensemble ministère des Finances, ministère du Budget et Banque centrale. Ces jalons intervient à la veille du conseil d'administration du FMI prévu le 2 juillet et illustre l'alignement des institutions congolaises autour de réformes prioritaires. Les deux ministres ont appelé à une mobilisation immédiate des équipes techniques pour accélérer la mise en œuvre de mesures structurantes attendues d'ici fin juin. En coordination étroite avec la Banque centrale du Congo, cette dynamique vise à consolider la stabilité macroéconomique et à rassurer les partenaires financiers internationaux. Le gouvernement congolais affiche ainsi sa volonté ferme de respecter ses engagements dans le cadre du nouveau programme appuyé par les Fonds monétaires internationaux. Une équipe d'enquêteurs du ministère de l'économie nationale a été ce mardi 18 juin 2025 sur le terrain afin d'identifier les commerçants qui évoluent dans ces secteurs informels. La première étape a été celle de la commune de Kinshasa et de Barumbu. Et cette opération vise à stabiliser ces secteurs longtemps négligés. Bosco Kabamba, mais dans ce reportage rendu par Julia Kamoya. La ville de Kinshasa a été prise comme ville pilote, s'est focalisée sur 4 communes sur les 10 retenues pour cette première phase. La commune de Kinshasa a été la première où ces enquêteurs ont présenté leur civilité auprès du bourgmestre de cette municipalité avant la descente dans les différentes rues, régorgeant les plus grands nombres d'acteurs du secteur informel dans la ville. Coiffeurs, vendeurs de cigarettes, mécaniciens, tenancières des restaurants des fortunes communément appelées Maliwa, vendeuses de pommes, bref, aucun secteur n'a pas été oublié par ces agents de l'économie informelle. Lorbi Ikima, l'un des organisateurs de cette mission, donne les objectifs de cette activité. Cette mission de descente sur terrain, qui est pilotée par son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, l'Excellence Daniel Nkoko Samba, c'est pour l'identification des structures informelles dans la ville-province de Kinshasa. C'est quoi cette identification? Il s'agit d'identifier tout ce qui est activité économique au sein de la population. L'économie de notre pays est détenue à 80% par ces activités informelles. L'une des enquêteurs à l'identification des acteurs du secteur informel qui a œuvré dans la commune de Barumbu parle de l'accueil leur réservé par les acteurs. On est bien accueillis par certains qui nous ont bien accueillis. Ils ont pris la chose au cœur. Ils voient que l'amélioration de l'État, nous les faisons connaître que c'est le rôle de l'État. Il s'est dénoté que cette mission, qui est à son 3e jour, prendra fin le 11 juillet prochain. Les 4 premières communes sous identification sont la commune de Kinshasa, Barumbu, Kasavubu et Lingwala.
Quittons la ville-province de Kinshasa, on se rend dans la province du Katanga où le ministre des Mines a déclaré ouverte la 20e édition de la DRC Mining Week qui s'est tenue bien sûr à Lubumbashi, dans le Katanga du 12 au 14 juin 2025 dernier, avec la participation de plusieurs personnalités dont les coopérateurs miniers, les diplomates et les membres du gouvernement ainsi que les autorités provinciales. Kizito Pakabomba a présenté ces 5 piliers de sa stratégie de diversification. Images et commentaires. Je déclare ouverte la 20e édition de la DRC Mining Week. Vive le secteur minier congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lubumbashi, capitale du cuivre. Du 12 au 14 juin 2025, la ville a vibré au rythme de la 20e édition de la DRC Mining Week. Un rendez-vous gouvernement. Saisis cette opportunité pour remercier les organisateurs de cette manifestation qui œuvrent en effet au rayonnement de la République démocratique du Congo. 2 décennies ont vu cette plateforme s'imposer comme un carrefour stratégique du dialogue, de l'investissement et de l'innovation pour le secteur extractif dans notre pays, en soutenant la croissance de l'économie nationale durant cette période. Mais cette ambition ne sera atteinte qu'avec la connaissance géologique approfondie de notre sous-sol, la certification de nos réserves minières, la formalisation accrue de l'artisanat minier, la digitalisation du cadastre, du contrôle fiscal et des procédures administratives. Sous l'impulsion du chef de l'État, le ministre des Mines Kizito Pakabomba prône une souveraineté économique durable, créatrice d'emplois et porteuse d'espoir pour les générations futures. Le 14 juin, aux côtés de la première ministre Judith Suminwa, il participe au forum d'engagement stratégique, climat des affaires, sécurité minière, stabilité géopolitique. Le dialogue État, entreprise, communauté est placé au cœur des priorités. Nous accompagnons les entreprises dans les problèmes qu'ils ont récemment encore, son Excellence Madame la Première ministre a également, elle était visiter une mine au niveau de Kolwezi et s'enquérir justement des problèmes qui sont les leurs pour pouvoir trouver des solutions adéquates. D'accord. En tout cas, le cadre de concertation est vraiment le bienvenu et nous espérons qu'il y aura beaucoup de problèmes qui seront résolus dans ce cadre. Le ministre poursuit avec une visite des stands d'exposition à la rencontre des opérateurs, start-up vertes, jeunes innovateurs et coopératives artisanales. Il encourage, il écoute, il motive. Leadership, vision, proximité, Kizito Pakabomba signe une première participation remarquable, un signal fort pour un secteur minier plus juste, plus transparent et résolument tourné vers le développement durable de la RDC. Énergie à présent, la directrice générale de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité participe à Cape Town, en Afrique du Sud, au forum Africa Energy. Cette réunion du G20, qui réunit plusieurs acteurs intervenants dans le secteur de l'énergie, est une occasion pour Dr Sandrine Mubenga-Ngalula de montrer les potentialités qui regorgent bien sûr la République démocratique du Congo dans ces secteurs en vue d'attirer les investisseurs bien sûr dans son pays. Images et commentaires. Dr Sandrine Mubenga-Ngalula, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, participe à Africa Energy Forum, une grande conférence qui se tient du 17 au 20 juin 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud. Pendant 4 jours, cette conférence qui vise à réunir l'Afrique ayant pour thème Africa United, entendez Afrique unie, va permettre aux participants d'échanger et de partager un message clair en prévision de la réunion du G20 où tous les leaders se réuniront prochainement. Et nous sommes invités à 6 différentes sessions où nous allons partager notre expérience de la République démocratique du Congo et inviter les investisseurs à venir pour nous permettre d'électrifier la RDC. D'après le directeur général, la présence de l'ARE à ce forum est très bénéfique pour la RDC parce que chaque fois qu'elle participe à ce genre de conférence, il y a toujours des débouchés. Par exemple, en mars, j'étais au Powering Africa Summit où nous avons rencontré des grands financiers qui financent les infrastructures électriques, comme par exemple les lignes de transmission qui coûtent beaucoup. Et quelques mois après,
Nous les avons rencontrés à Kinshasa pour le projet de ligne de transmission. Donc ce sont des résultats concrets que nous obtenons à chaque fois que nous participons pour représenter la RDC dans des conférences comme cela. À l'ouverture de la conférence, dans son discours, Dr Posencho Ramopopa, ministre de l'Électricité et de l'Énergie de l'Afrique du Sud, a souhaité la bienvenue aux participants et à Amadou Hott, ancien envoyé spécial du président de l'ABAD, qui a mis en exergue ce qu'une Afrique unie est capable de faire. Polyglotte, le directeur général de l'ARE qui prend part avec Allegri Ntumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, relève le côté bilingue qui lui donne l'avantage de participer activement. Africa Energy Forum est une conférence organisée à tour de rôle dans différents pays. La dernière fois, c'est le Kenya qui a abrité ses assises et la prochaine fois, cette rencontre se déroulera aux Émirats Arabes Unis. De retour à Kinshasa, un fait d'origine inconnue a pris le tracteur ATS de l'aéroport international d'Ndjili. C'est mercredi 18 juin 2025. Une fumée toute noire s'est fait voir dans les ciels bleus de Kinshasa, provoquant ainsi des questionnements chez les Kinois et Kinoises. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben Israël Touba revient sur les faits. Il s'agit d'un fait qui a pris les tracteurs ATES qui voulaient ravitailler l'avion Air Congo en provenance de Lubumbashi à peine après son atterrissage dans la capitale congolaise, comme l'explique le commandant de l'aéroport international d'Ndjili, Vicky Luindula. C'est tout justement le tracteur qui est derrière nous de la compagnie ATS après avoir poussé l'avion Askai. Et le tracteur venait pour pousser l'avion de Air Congo qui était sur ce parking numéro 5. Alors, subitement, comme ils ont pris un autre tracteur, lui il traînait, il a pris feu. Et quand il a pris feu, on a appelé les services anti-incendie qui ont accouru, qui ont intervenu directement. Ce n'est pas que le villanger a brûlé, non, mais il y avait un grand feu. Les amis ont intervenu rapidement. Comme les gens, combien de moteurs ils ne savent pas. On ne pouvait pas utiliser les tourelles. Les tourelles, c'est l'eau qui sort directement au-dessus du camion. Parce que ça n'a que 3 minutes pour sortir toutes les eaux là. On utilise les latéraux parce que le feu était visible et accessible par rapport aux sapeurs-pompiers. Inquiet de faits qui circulaient sur les réseaux sociaux, le directeur général adjoint de la RVA, Louis-Blaise Londolé Lokoy, s'est dépêché sur place pour s'enquérir de la situation. Affaire cessante, je me suis senti interpellé et j'ai décidé personnellement de venir m'enquérir de la situation. Et à mon arrivée, j'ai trouvé l'engin qui a pris feu et qui a été maîtrisé quelques temps après par nos camions anti-incendie. Le niveau de protection de notre aéroport, et à ce que je sache, selon le norme de l'OACI, ça devrait être au niveau 9. Alors lui, il doit m'expliquer si c'est vraiment au niveau 9 ou en dessin. Rappelons que la toile a été à Némois ce mercredi en raison d'un fait d'origine inconnue qui a embrasé l'aéroport international d'Ndjili. Et dans un autre chapitre, les inspecteurs du travail ont été en sit-in ce mercredi 18 juin 2025 devant le ministère des Finances pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie. Durant 5 mois, ils ont été privés de leurs primes. C'était également une occasion pour eux de lancer un message fort au président de la République, et Félix Tshisekedi. Bosco Kabamba et Jérôme Lezolo étaient sur place. C'est un mercredi 17 juin 2025 très mouvementé devant les bâtiments du centre financier de Kinshasa. Des chants et des calicots expriment leur ras-le-bol. Les inspecteurs du travail se sont rassemblés devant ces bâtiments pour revendiquer leur grille barémique qui n'a jamais été respectée par le gouvernement congolais. Ces derniers sont jusqu'à présent payés de manière complémentaire. Paul Yamabro, l'un des inspecteurs du travail, parle de leurs 3 revendications majeures. Nous sommes venus réclamer 3 choses. Premièrement, notre intégration dans la paix régulière.
parce que nous avons trouvé que la paye complémentaire n'est pas bien. On peut faire 3, 4, 5 mois sans pour autant toucher notre rémunération. Deuxièmement, nous sommes là pour réclamer le paiement de notre TD en souffrance. L'état liquidatif a été déjà signé au niveau du budget. Maintenant, il est transféré aux finances depuis plus d'un mois déjà. Jusqu'aujourd'hui, les ministres des Finances n'arrivent pas à signer l'état liquidatif et attribuer les numéros au pays pour qu'on soit payé. Pour Célestin Mukwata, il est aberrant que les conditions des inspecteurs du travail demeurent dans un état de précarité sans précédent. Nous sommes les inspecteurs du travail, les gens qui sont censés contrôler les conditions de travail des travailleurs congolais. Mais comment ces gens-là qui doivent contrôler les conditions de travail? Lorsque je parle des conditions de travail, je vois la rémunération, je vois la santé et sécurité au travail. Mais nous-mêmes, la police du travail, nous ne sommes pas pris en charge comme il le faut. Dans un ordre de mission, on te demande par exemple de contrôler 10 entreprises. Ce qui 10 entreprises sans véhicule, sans moyen de transport, sans être payé, comment le faire? Donc l'État est en train de nous exposer. C'est pourquoi nous demandons un cri d'alarme au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui a initié cette réforme, mais aussi celui qui a accepté que cette inspection générale du travail soit redynamisée afin qu'il puisse intervenir. Il est temps que le gouvernement congolais prenne en charge les inspecteurs du travail, car ces derniers constituent un levier important dans le secteur du travail. Ces revendications ont abouti à une altercation entre la police et les revendicateurs. Apprenant ces communiqués de la DGRK, avant bien sûr de terminer ce journal, la direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur les loyers que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard mardi 10 juin 2025. Et pour les contribuables personnes morales et grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts et des personnes physiques relevant de la direction des recettes des Gombe, Limité, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via les portails https://et-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Et celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025. Bitalo Moko Edi, c'est le directeur général qui appose sa signature sur le présent communiqué. Et voilà ce qui met terme à cette session du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Héritier Mutombo qui était à la technique, bien sûr, pour me faire parvenir dans vos maisons, assister des fistons Mohamed, mais également Elidia Diandounda. Merci à Julia Kamoyan qui a supervisé et coordonné cette édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 19h, juste pour la suite des actualités. Ici, la portez-vous bien.